Dracul Mihawk, le personnage le plus controversé de One Piece, qualifié de fraude par certains et de god par d'autres. Voyons ensemble pourquoi ce personnage fait autant débat dans la communauté One Piece. A-t-il le niveau Yonko? Est-il une fraude? Qui est supérieur entre Mihawk et Shanks? Est-il réellement le meilleur sabreur au monde? Étudions avec précision tout ce qui englobe ce personnage solitaire et rempli de mystères. Allez, let's go, c'est parti! Mihawk est un personnage très puissant. Introduit très tôt dans l'œuvre au chapitre 50 lors de l'arc Baratie, Œil de Faucon est le premier Shichibukai à être introduit dans l'histoire. Il est directement introduit avec le titre du plus grand escrimeur du monde, un titre qui le mettrait par défaut au-dessus de personnages comme Shanks, Vista, Fujitora et Shiryu. Dans les Vivre Card Visual Dictionary, il est décrit comme un homme qui, même avant la grande ère de la piraterie, est devenu populaire en affrontant des sabreurs de plus en plus puissants, jusqu'à qu'il n'en ait plus à sa taille, carrément appelé le chasseur de marine. Reconnu par Barbe Blanche comme une légende au chapitre 434, Mihawk est un personnage avec une réputation qui est exceptionnelle. Tout le monde reconnaît son titre, même les personnages puissants étant présents à Marineford, tels que Doflamingo comme on l'a vu au chapitre 553. Quand il s'est mis en action, tout le monde le valorise. Bien qu'il soit un grand solitaire, c'est un personnage qui crée la crainte, quelqu'un qui n'hésite pas à rentrer sur un territoire de Yonko, comme on l'a observé au chapitre 96, en effrayant de nombreux membres de l'équipage de Shanks. Sans aucune pression, il se ramène sur l'île d'un Yonko, comme s'il n'était en aucun cas en danger face à l'équipage sur l'île. D'ailleurs, concernant le fait qu'il ne veuille plus affronter Shanks, cela peut s'expliquer par le respect qu'il a envers son ancien rival. Shanks a perdu son bras, qui plus est son bras fort, son bras gauche, ce qui a dû le faire perdre considérablement en puissance, notamment dans sa qualité en tant qu'épéiste. Mihawk a des surnoms plutôt particuliers, ayant comme épithète Œil de Faucon, ou du clairvoyant comme Oda nous l'a dévoilé dans sa Vivre Card. Son nom est implicitement corrélé à son acquis de l'observation, la vision d'un faucon, quelque chose de très impressionnant. Il peut voir des choses de des centaines de mètres, même si l'entité est extrêmement petite. Ainsi, Mihawk a un acquis de l'observation théoriquement excellent, déjà par son statut, mais aussi par le fait qu'il est capable au chapitre 561 de suivre du regard Luffy en Gear Second dans le champ de bataille alors qu'il y a des milliers de combattants autour de lui, et de réussir à être précis sur ce coup. Il y a aussi ce fameux moment où Luffy se rend compte que s'il l'attaque, il va se faire charcuter ses bras. On ne sait en aucun cas si c'est un prémisse du acquis de l'observation de Luffy ou Mihawk qui a su projeter le futur dans sa tête. Peut-être que c'est un stade du acquis de l'observation qu'on n'a encore jamais vu pour l'instant, mais seul l'avenir pourra nous le confirmer. Beaucoup critiquent le fait que Mihawk soit un flopper à Marineford, mais n'oublions pas que cet homme est venu en touriste. Il vient pour tuer le temps. Il n'aime pas le challenge venant des faibles. Il va nous montrer au chapitre 570 en mettant un coup de sabre infusé de haki sur Mr. One, et en un coup ce sera la fin pour lui à Marineford, comme si c'était le random du coin. Alors c'est quand même le second Crocodile, un homme qui était dans les plus bas niveaux d'Impel Down. Mais c'est vrai que durant cette bataille, on sent une certaine nonchalance chez Mihawk. Contre Crocodile, contre Vista, contre Luffy, on sait qu'il est logiquement supérieur et pourtant Mihawk ne se donne même pas la peine de mettre de l'ardeur pour les combattre. Comme si Mihawk ne pouvait pas largement battre Luffy de Marineford, qui n'avait même pas encore connaissance des différents acquis. De plus, alors je sais que c'est cliché, mais souvent dans les mangas, c'est vrai que tous les personnages, lorsqu'ils lâchent les attaques les plus puissantes ou les attaques qui sont plus ou moins puissantes dans leur arsenal, nomment leurs coups. Kamusari, Ifrite Jambe, Ashura, et pourtant, Mihawk n'a en aucun cas nommé un de ses coups d'épée, comme le fait Zoro avec ses coups les plus puissants. Chose qui est très rare pour un personnage de One Piece, et qui me fait dire que il était peut-être pas à 100%, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que il cherche un adversaire plus fort que Shanks. Alors peut-être qu'il parle du Shanks actuel, ou peut-être qu'il parle aussi du Shanks du passé avant qu'il devienne empereur, il y a 12 ans, où il avait encore une prime très proche de 1 milliard de berries. Ça, on sait pas vraiment, c'est assez flou. Le plus grand épéiste du monde est un homme craint, tellement dangereux qu'on lui attribue une prime après dissolution des Shichibukai de 3,590 milliards de berries, une prime étant supérieure à des Yonko tels que Luffy, ou encore Baggy D. Goat. Ce qui est très impressionnant car Mihawk, contrairement à Luffy et Baggy, est un homme qui, à part son île de Babouin, ne possède aucun territoire. Il n'a pas forcément d'alliés particuliers, pas d'équipage, et cela nous montre que seule la puissance lui permet d'atteindre des rangs aussi hauts dans le monde de One Piece. D'ailleurs, dans le même chapitre, Bronyu nous confirme qu'il a bien un maniement de sabre supérieur au Yonko Shanks. Donc dans un combat au sabre, il est censé fumer tout le monde, et personne de plus puissant au sabre que Shanks n'a été montré pour l'instant. Par contre, il y a aussi un élément qui reste assez flou, c'est le maniement du sabre. Je vois mal un maniement de l'épée basé sur la beauté des coups ou quelconque symbolique par rapport à la voix du sabre. Cela se doit d'être corrélé à la puissance un minimum. Le sabre est indissociable au haki. Le meilleur exemple pour ça, c'est les lames noires, ou encore le haki de l'armement qui peut directement être appliqué sur un sabre. Alors ne me dites pas que cet homme combat juste avec son épée et aucun haki, c'est illogique. L'obligation narrative.
Le rêve de Zoro fait exister Mihawk. C'est littéralement l'achèvement du rêve qui passe par lui. Mihawk a été créé et développé pour Zoro et rien d'autre. C'est un des protagonistes principaux de l'œuvre. Il veut devenir le numéro 1 au sabre, devenir le meilleur épéiste au monde. Et ceci passe par le fait de nul autre que surpasser Mihawk, le battre en 1v1. Et justement, pour pouvoir surpasser Mihawk, il faut un minimum de puissance équivalente. Et c'est très difficile de s'admettre que actuellement, après le combat de Zoro contre King, Zoro soit déjà plus puissant que son objectif à atteindre, son maître. Cela voudrait dire que Zoro a déjà surpassé Mihawk après Wano, qu'il n'a plus rien à apprendre, qu'il est déjà à son max. Non, Mihawk se doit d'être supérieur pour qu'il dépasse son niveau après Wano. Sinon, quel intérêt de faire combattre les deux? Après, certains en commentaire de nos vidéos pensent au fait que ce soit Shiryu qui s'occupe de Mihawk. Mais encore là, le rêve de Zoro devient accessible très aisément, même trop facilement. Shiryu n'en a rien à faire de la voie du sabre. Il veut juste arriver à ses fins, de quelconque moyen. Mais bon, sur ce point-là, seul Oda pourra nous répondre. Ça reste encore trop lointain et flou pour s'avancer sur ce cas précis. Bref, je pense que Zoro a encore des progrès à faire, et notamment sur sa maîtrise de Enma et son acquis des rois. Donc Mihawk doit lui faire passer ce palier. Mihawk est certainement le plus fort à l'épée sur toutes les mers de One Piece, comme le confirme son titre. Mais on ne peut pas appliquer cette phrase sur deux potentiels personnages qui nous ont été dévoilés très récemment. Donc attention spoil. Ethan Baron Vinujuro et Saint Figarland Garling, qui sont dragons célestes, des dieux. Et l'histoire semble se tourner vers un affrontement final vers les dieux de ce monde. Ainsi, ce serait l'étape après être devenu le meilleur au sabre pour Zoro, se confronter aux dieux, et en se rendant compte que, dans ces lieux considérés comme purs, se trouvent des combattants encore plus forts que tout ce qui se trouve sur les mers. Des hommes si forts, mais séparés par le fait qu'ils soient isolés sur une terre sainte, les rendant inconnus pour de simples mortels. Ce qui rendrait là Zoro le meilleur sabreur de la planète. Mais bien que beaucoup de points nous valorisent le personnage de Mihawk, les faits en termes de combat eux-mêmes qui nous ont été montrés et certaines facettes du personnage nous font douter de la puissance de l'individu en lui-même. Mihawk est un personnage très mal valorisé par Oda. Le problème avec Mihawk, c'est que son titre lui donne une réputation si énorme que ça crée énormément de questions qui nous font douter de la validité de son titre lui-même. Les lames noires. Kokuto Yoru, l'arme caractéristique de Dracul Mihawk, une lame noire, qui pose problème. Pourquoi? Car seuls Mihawk et Ryuma nous ont montré la possession de sabres aussi mystérieux. On a vu énormément de personnages porter une épée, Goldie Roger, Silver Riley, Oden Kozuki pour ne citer que les plus puissants, et pourtant aucun de ces personnages n'a acquis cette fameuse épée noire. D'ailleurs pour Mihawk, on sait qu'il possède le sabre, mais c'est possible qu'il ait récupéré sur un ancien adversaire, puisqu'aucune info dans le manga ou les databooks nous affirme que c'est Mihawk lui-même qui a rendu cette épée noire. Seul Ryuma est confirmé comme quelqu'un qui a réussi à rendre sa lame noire, chose qui sera confirmée au chapitre 937 par Yokimaru. Pour certains, ce fameux sabre noir est un argument de supériorité. Mais n'oubliez pas que Zoro a tenu Shishui, un sabre noir, de Thriller Bark jusqu'à Wano. Et pourtant, c'est Enma qui lui a fait passer un cap. Une épée n'étant pourtant pas sombre. Ce qui est très curieux. Est-ce que Oda veut nous faire comprendre que ce n'est pas si important que ça? D'ailleurs, Wano était l'arc parfait pour développer le lore des épées avec les samouraïs. Et pourtant, rien n'a été développé à propos de ces fameux sabres noirs. Mihawk versus Shanks. Déjà avec Shanks, on sait qu'ils ont une rivalité dans le passé, si folle qu'elle a marqué Barbe Blanche, au point qu'il en fasse référence quand il le revoit Shanks. Entre temps, Shanks a sacrifié son bras, et quelques années après, il est devenu empereur. Ah oui, tiens à vous dire, Shanks c'est pas un Hakiman ou je ne sais quoi, c'est un épéiste. À chaque fois qu'il combat, il utilise son sabre, contre Barbe Blanche, pour arrêter Akainu. Chaque attaque est produite avec son sabre, bien sûr aussi couplé avec son haki exceptionnel, mais les faits sont là. Donc on ne peut exclure Shanks en tant qu'épéiste. Et si Mihawk est au-dessus, cela veut dire qu'il est top 1 du verse de One Piece, puisque personne jusqu'à aujourd'hui n'a montré plus de puissance que le roux. Big Mom et Kaido ont un niveau sensiblement équivalent, mais il y a une certaine hiérarchie. Shanks était le seul à avoir été capable d'arrêter Kaido d'aller quelque part. Bien qu'on ne sache pas les circonstances, ça m'étonnerait que Shanks ait arrêté Kaido juste par un cadeau d'alcool ou quelque chose comme ça. Alors le fait que Mihawk soit plus fort que Shanks, ça n'a selon moi vraiment pas de sens. Pourquoi un homme si fort aurait besoin de se cacher dans les rangs des Shichibukai pour être tranquille, alors que quelqu'un comme Riley peut tranquillement se la couler douce sur l'archipel? Mais il est tout de même supérieur à Shanks dans le maniement du sabre, qui est notre prochain sujet. Le maniement du sabre. Attention spoil au chapitre 1058. On nous clarifie bien que Mihawk a un maniement supérieur au Yonko Shanks le roux. Mais qu'est-ce qu'implique ce fameux maniement de sabre en lui-même? Shanks ne se bat pas en slip non plus. Il a du haki des rois. Et Mihawk, bien que cela ne soit toujours pas confirmé, doit certainement le posséder aussi, vu que Zoro le possède déjà. Alors comment ça se passait les duels à l'époque? Le maniement de sabre, c'est pas qui fait le mieux le pitre avec son sabre, qui fait les meilleures acrobaties avec son sabre, qui fait la meilleure jonglerie avec son sabre. Non, c'est pas ça, on n'est pas au cirque de Baggy, même si Mihawk en fait partie. Non, ça peut pas être ça, je veux pas y croire.
Juste, j'aimerais parler d'un petit détail qui m'a toujours paru curieux. Alors peut-être que c'est juste une manière de mettre du suspense dans le combat, mais genre dans l'anime et le manga, après le rude combat entre Mihawk et Zoro sur le Baratie, sur les débris du navire de Don Krieg, Mihawk décide enfin d'utiliser son sabre noir et détruit les sabres de Zoro. Jusqu'à là, tout va bien. Mihawk prépare son attaque, et durant ce laps de temps, Zoro a le temps de ranger son dernier sabre dans son fourreau, de se retourner, d'ouvrir les bras et lâcher sa petite phrase sur l'honneur. Et durant tout ce laps de temps, Mihawk n'a toujours pas fini son attaque. C'est quel niveau de vitesse ça? Le cas Marineford. Ça va peut-être vous paraître aigri, mais à chaque fois que Mihawk combat, il flop. Marineford est le meilleur exemple, vous savez déjà de quoi je vais parler, et oui, ce moment. Comment tu veux le défendre sur ça, sérieux? Je suis d'accord sur le fait que Mihawk n'était pas à 100% à Marineford, mais sur ce moment, c'est presque impossible de le défendre. Il dit clairement « J'essaie d'estimer la vraie différence de la puissance entre lui et moi. » Et c'est Daimon Jozu qui l'arrête, même pas Barbe Blanche. Ce moment, selon moi, ça montre exactement que Mihawk ne rivalise pas avec un Yonko. Il teste la différence avec un. Ce n'est même pas lui qui encaisse l'attaque. Il poursuit Luffy, et malgré ça, il n'arrive pas vraiment à le mettre hors de combat. Alors est-ce une nonchalance ou incompétence de la part de Mihawk? Ça je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Par contre, juste après, Luffy utilise Baggy comme bouclier, et Mihawk en a tellement rien à foutre qu'il n'a même pas utilisé de haki pour toucher Baggy. Si c'est pas de la flemme, franchement, je sais pas ce que c'est. Pareil avec Vista, au chapitre 562. Mihawk échange quelques coups d'épée avec Vista, et c'est Mihawk lui-même qui propose de reporter le combat, comme si Mihawk était incapable de finir rapidement le combat. Est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre qu'ils ont un niveau équivalent? D'ailleurs, les databooks nous confirment eux-mêmes que Vista rivalise avec Mihawk à ce moment, ce qui est très peu valorisant pour le grand Mihawk. Bon, après, c'est vrai que le mot rivaliser veut tout rien dire aujourd'hui. C'est comme Garp et Roger, ont-ils vraiment eu le même niveau? Rien n'est vraiment clair sur ce point. On ne peut que spéculer. Enfin, sur Marineford, Mihawk, après avoir défait Das Bones, le fidèle bras droit de Crocodile au chapitre 570, qui défendait Luffy, Crocodile s'interpose pour défendre Luffy à son tour. Et cette fois-ci, Mihawk ne le défait pas. On a limite l'impression qu'il est mis sur un pied d'égalité avec Crocodile. Crocodile en profite d'ailleurs pour lâcher ses meilleures insultes. Ensuite, durant l'ellipse, Mihawk entraîne Zoro pendant 2 ans. Jusqu'ici, rien de choquant. Il lui apprend notamment l'armement, comme on l'a vu avec Zoro dans son flashback face à Pika, et on imagine aussi la maîtrise du haki d'observation. Mais à Onigashima, Zoro s'est éveillé au haki des rois, chose qui nous a tous surpris tant les lecteurs que Zoro lui-même, qui ne semble pas du tout être au courant qu'il avait cette capacité. Donc là, le meilleur épéiste au monde a passé 2 ans avec son disciple, et en 2 ans, il n'a jamais fait référence ou même remarqué cette capacité chez son élève. C'est quand même plutôt curieux, pour un personnage censé être parmi le rang des meilleurs. C'est clairement une incohérence de Eiichiro Oda. Il a très mal développé l'éveil de haki des rois de Zoro, ou en tout cas, il nous donne l'impression qu'il a improvisé cet élément au dernier moment. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça reste incohérent. Kaido et sa liste. Encore durant Onigashima, Kaido nous fait part d'une liste de personnes qui ont été capables de lui faire face en les comparant à Luffy. Shanks, Oden, Shebeck, Barbe Blanche. Et dans cette liste, on pourrait carrément y voir une manière pour l'auteur de nous montrer qui sont les hommes les plus puissants qu'ont connu ce monde. Et bien dans cette liste, Mihawk n'apparaît pas. Mais attention, cet argument est à prendre avec des pincettes, car Mihawk ne semble que se confronter à des épéistes purs. Alors pourquoi se battrait-il face à Kaido? Enfin bon, passons à autre chose. Les Séraphins. Depuis l'abolition des Shichibukai et la création d'une arme révolutionnaire nommée le SSG par le docteur Vegapunk, les Shichibukai ont été chassés comme des malpropres. Et quand on y réfléchit, quelque chose cloche. La marine compte possiblement l'un des personnages les plus puissants en tant qu'allié, Mihawk. Et pourtant, ils ont tout de même fait le choix de prendre les Séraphins à la place. Alors oui, d'une part, ils ont fait ce choix car les Séraphins sont tous comme des pacifistas, obéissant aux ordres, mais aussi parce que je pense qu'ils estimaient les Séraphins assez forts pour remplacer l'équilibre de force des Shichibukai. Ce que je vais vous faire comprendre, qu'ils n'ont pas remplacé l'ancien groupe des Grands Corsaires par une version moins forte. Non, ils ont remplacé soit par une équivalence, soit par une supériorité. Sinon le fameux équilibre des forces aurait été bafoué. Et même eux auraient perdu considérablement en puissance, ça n'aurait pas fait sens. Donc le gouvernement a assez confiance en la puissance d'un Séraphin pour remplacer des personnages du calibre de Mihawk. Ce qui en soi est encore plus valorisant pour les Séraphins, mais aussi très insultant envers la puissance qu'estime le GM à propos de Mihawk, comme vous voulez. Et donc ainsi, la façon dont le GM estime Mihawk nous mettrait la puce à l'oreille que, effectivement, ce personnage n'est pas si puissant qu'on croit. Mais dans tous les cas, cela nous prouve que le niveau de Dracul Mihawk est bien trop surcoté par rapport à son réel niveau, et qu'il ne peut donc en aucun cas être plus puissant que Shanks actuellement. D'ailleurs, un petit détail qui peut nous prouver cette affirmation, la taille dans les databooks. Oda nous a toujours sorti ces petits détails entre deux rivaux qui pourraient nous montrer la supériorité de l'un et de l'autre. En effet, pour Sanji et Zoro, ils ont une taille très proche, mais un des deux possède 1 cm de plus que l'autre. Sanji fait 1m80 et Zoro fait 1m81. Peut-on considérer ça comme une volonté subtile de montrer une supériorité? Si oui, dans ce cas, c'est la même chose avec Mihawk et Shanks. Mihawk mesure 1m98 et Shanks mesure 1m99, ce qui voudrait dire que Shanks est plus puissant. Sa personnalité.
Comme je l'ai évoqué dans la thèse précédente, Mihawk est un personnage qui aime le calme et la tranquillité. C'est sa personnalité, on ne peut pas s'opposer à celle-ci. Mais par contre, avec une vue globale, c'est particulier, car en vérité, Mihawk ne veut affronter personne. Lorsque c'est Vista, il préfère reporter le combat. En fait, Mihawk préfère maltraiter les faibles, comme Zoro ou Don Krieg. L'antagoniste de l'arc Baratie, qui je vous le rappelle, si vous avez oublié, s'est fait violemment décimer 50 navires de sa flotte contenant 5000 hommes, alors qu'il venait juste d'arriver sur Grand Line. Mais ensuite, Mihawk en aura pas fini avec lui. Il viendra le chercher jusqu'au Baratie. En tant que Shishibukai, Mihawk, il mouille le maillot, très impliqué le poteau. Juste pour une petite prime de 17 millions de berries, il est allé jusqu'à Ace Blue pour le martyriser, juste pour passer le temps. Je me demande bien où était cette énergie quand Shanks s'est pointé sur Marineford. Je vais vous refaire la scène parce que c'est quand même lunaire. Mihawk, mais tu vas où ? J'avais accepté de participer à cette guerre contre Barbe Blanche, mais le roux ne faisait pas partie de notre accord. Mais pourquoi tu fuis comme ça, mon gars? À croire que c'est dans son ADN, parce que son Séraphin, il fait le même genre de dinguerie. Genre au chapitre 1078, Kaku, Lucci, Luffy, Zoro affrontent S-Beer et S-Hawk sur Egghead. Et comme par hasard, d'un coup, S-Hawk a profité de la fumée pour partir s'occuper des plus faibles. Bizarre. Le manque de vrais épéistes. Être meilleur épéiste au monde. Oda, en donnant ce titre, a créé quelque chose de mauvais, parce qu'il n'a pas développé tout l'univers des épéistes derrière. Son titre est discutable, puisqu'en effet, qui à part Zoro nous a revendiqué avoir la volonté de devenir numéro 1 à l'épée. Personne, ni Vista, ni King, ni Shiryu, n'est intéressé par ce titre. On pourrait même dire que ce titre n'intéresse personne. C'est une faiblesse de l'écriture d'Oda, d'avoir très peu développé ce lore d'épéiste, en voulant le titre de Mihawk. Beaucoup de choses nous font poser des questions, car des personnages comme King ne sont pas réellement épéistes, donc par conséquent, Mihawk ne l'a jamais affronté, et c'est probablement parce qu'il utilise d'autres choses que son sabre. Même lorsqu'il rencontre Vista à Marineford, les deux ne se sont jamais rencontrés, puisque la rencontre entre les deux se ponctue par des formules de politesse qu'on fait lors d'une première rencontre. Donc Mihawk n'a jamais affronté Vista auparavant, et c'est problématique, sachant que c'est sûrement le meilleur épéiste de l'équipage de Barbe Blanche. Mais en plus de ça, avec le début de la saga finale, on a l'introduction de personnages qui semblent aussi être épéistes. Mais le problème, c'est que Mihawk a très certainement aucune idée de qui ils sont. Alors peut-être qu'ils sont plus puissants que lui, on sait pas, vu qu'on n'a jamais vu d'affrontement, mais les deux meilleurs exemples actuels, c'est Garling, le chef des Chevaliers Divins, et Nujuro, membre du Gorosei. Les deux possèdent des sabres, dont Nujuro qui est très certainement en possession le Shodai Kitetsu, une des lames les plus légendaires de l'univers de One Piece, une lame maudite. Étant des combattants, mais restant sur Maréjoise, c'est très difficile de s'imaginer que Mihawk ait pu les rencontrer, ou encore ne serait-ce qu'avoir eu connaissance de leur statut d'épéiste. Et ça nous amène aussi à la question de comment Mihawk a obtenu son titre. Est-ce par la mort de l'ancien détenteur? Est-ce que c'est par le fait que Shanks perde son bras, et vu que c'était égalité entre Shanks et Mihawk, c'est Mihawk qui est devenu meilleur épéiste? Est-ce que c'est peut-être aussi par la retraite de Riley ou la mort de Oden? Malheureusement, on n'a aucune info nous permettant d'approuver ou d'invalider son titre. On ne peut que spéculer, et c'est bien ça le problème. Notre avis. À la fois, c'est très difficile de s'avancer, car Mihawk a un titre si incroyable, mais en même temps, d'un côté, son titre nous dit clairement qu'il surpasse tout le monde, et de l'autre, Mihawk ne combat jamais, mais vraiment jamais. Son seul vrai combat, c'est face à Zoro, et il n'est en aucun cas à pleine puissance. On ne sait absolument rien sur le processus des lames noires, le lore des épéistes, les concurrents à Zoro, tout ça c'est inexistant, et donc c'est très difficile de juger sa réelle puissance. Ses faits en tant qu'épéiste sont très peu valorisants pour lui à Marineford. Il se fait arrêter plusieurs fois ses attaques, et ça ne le valorise pas du tout. Il n'a rien prouvé en termes de factuel combatif. Il n'a pas prouvé grand chose de plus qu'un commandant Yonko, et sa personnalité ne l'aide pas non plus. Il veut rester tranquille, ce qui l'écarte de énormément de challengers. Mais sa réputation et le fait qu'il puisse rentrer normal sur un territoire de Yonko comme celui de Shanks équilibre un petit peu la balance. On a si peu d'informations sur cet homme qu'on ne peut que spéculer sur sa puissance. Nous on pense qu'il n'a pas le niveau de Shanks en puissance pure, mais qu'il se doit d'avoir un niveau minimum de commandant de Yonko, parce que Zoro se doit de le surpasser. Il ne peut pas être déjà plus fort que lui, ça n'aurait aucun sens. Mais trop de choses se contredisent, notamment sur sa tranquillité quand on le compare avec Riley, donc difficile de le placer supérieur au roux. Faut savoir nuancer les deux extrêmes et trouver un compromis. C'est pour ça qu'on le met entre niveau commandant et empereur, mais pas empereur non plus, car il se fait énormément intercepter durant Marineford, durant ses tentatives d'attaque sur Luffy, ce qui serait très peu glorifiant pour un personnage de ce level. Bien que Big Mom se fasse intercepter aussi par des personnages comme Jinbei ou Queen, contrairement à des empereurs, Mihawk n'a pas montré assez pour qu'on puisse le qualifier d'un personnage étant capable de faire fendre le ciel en deux. Peut-être à l'avenir il nous contredira, mais pour l'instant c'est trop peu pour s'avancer. Je ne pense pas que Mihawk soit une fraude. Il est surtout très nonchalant. C'est certain qu'il est réellement l'homme ayant la meilleure maîtrise au sabre. Mais peut-être juste sur la terre ferme, sur tout Grand Line. N'oublions pas que personne n'a réellement conscience d'à quel point
Les personnes présentes sur Maréjoise sont combatives. Les personnes qui se situent sur la Terre Sainte restent cachées. Nous, notre plus grande volonté, c'est qu'on voit bien plus ce personnage mis en avant par l'auteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a abordé des sujets et des réflexions qui faisaient sens à vos yeux. Et bien sûr, ne prenez pas trop les vannes sur Mihawk au pied de la lettre, c'est du second degré. N'hésitez pas à nous faire parvenir des sujets que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois, et même votre avis sur ce grand Dracul Mihawk. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre le royaume Lulusia. Je vous dis à la prochaine. Ciao!